Alors, j'ai avec moi Alexandra. Coucou Alexandra. Coucou Alina, coucou les enchanteurs. Oh, c'est merveilleux de t'entendre. Donc, tu es parmi nous comme chaque premier dimanche du mois pour nous parler de ta chronique autour de la magie d'Avalon. Et ce matin, tu vas donc, pour cette quatrième épisode, quatrième chronique, tu vas ouvrir les portes autour de comment se mettre à l'écoute de sa part d'ombre. Et oui, tout à fait, nous avons pas mal parlé le mois dernier déjà, voilà, de qu'est-ce qu'était la pardon, comme cette rencontre qui arrive plus ou moins dans tous nos cheminements, développement personnel, le travail spirituel. Et donc là, c'est pour cet épisode un peu plus creuser sur comment on fait, parce que c'est bien beau de savoir ce que c'est la pardon, très bien, mais après, voilà, comment ça se passe, comment est-ce que on arrive en fait à travailler et à accepter pas mal de choses dans ce genre-là. Donc, comment est-ce que, il y a quelques petits trucs et astuces, en tout cas, voilà, pour vous aider à vous mettre à l'écoute de votre pardon. Et comme l'hiver s'installe tout doucement, on n'y est encore pas, mais on le ressent bien physiquement et intérieurement, ça fait que ça coule de source en fait, ta chronique, ça tombe pile poil dans, dans le Ah timing. oui, je trouve aussi qu'on Hein. s'est vraiment, comme on a suivi littéralement la roue de l'année, c'est vraiment parfait parce que c'est comme ça, moi, que j'aime généralement aussi préparer mes formations, mes ateliers en suivant la roue de l'année. Et là, franchement, oui, c'est bien de pouvoir caler comme ça grâce à Radio Rantasia aussi ces petits moments de chronique. Donc on va commencer cette merveilleuse chronique avec comme premier sujet comment je me mets à l'écoute de ma part d'ombre. Donc il y a le travail dit méditatif, c'est bien ça? C'est ça, oui. Donc déjà voilà, juste pour replacer un petit peu voilà dans le contexte en fait d'Avalon, puisque là du coup voilà nous sommes sur cette magie d'Avalon et je vous partage un petit peu ce cheminement que j'ai fait moi-même en tant que prêtresse d'Avalon. Et du coup voilà souvent je réexplique un petit peu aux personnes parce qu'on connaît beaucoup voilà la légende d'Avalon et on y voit voilà le côté histoire, roman, mythologie, etc. Mais on fait pas forcément un lien métaphorique, j'ai envie de dire, avec l'histoire. Et donc là, en fait, quand on va à la rencontre de sa pardon, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on doit traverser le voile de brume d'Avalon, le voile de brume qui est sur le lac. Et du coup, ce voile de brume, en fait, si on le métaphoriquement, qu'est-ce qu'il symbolise? On se retrouve à voir que ce voile n'est en fait que la représentation, je dirais, symbolique de tout ce qui est nos schémas, nos blessures, nos croyances, tout ce qui nous a construit un petit peu au fil du temps. Et ce voile qui, au final, nous a un peu rendus prisonniers de nous-mêmes, en un certain sens, nous obligeant à ne plus être vraiment à l'écoute de nos émotions, donc le lac, qui est bien évidemment en dessous de la brume, et pire encore, qui nous empêche d'être à l'écoute de notre essence véritable. Donc, en un certain sens, pareil, métaphoriquement, l'île d'Avalon représente ce cœur de nous-mêmes, cette essence pure, en fait, de nous-mêmes, le reflet de notre grandeur, comme souvent il est dit dans beaucoup d'histoires. Donc, en fait, l'idée, là, quand on travaille avec cette pardon, on va commencer à se mettre à l'écoute de cette pardon et donc commencer un petit peu à décrypter ce voile. Voilà, juste pour remettre ce petit contexte-là. Et justement, comme tu l'as très justement suggéré, comment est-ce qu'on fait ça? Bien évidemment, oui, l'un des outils de prédilection, c'est justement le travail méditatif. Et ça s'opère comment alors? Bon, j'imagine c'est tout en lien avec la méditation notamment, mais pas que. C'est ça. En fait, quand on dit méditation, encore une fois, voilà, il y a plein de choses, il y a plein de façons de méditer. Hein. Je sais que moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent souvent, non, moi, je sais pas méditer. En fait, voilà, c'est souvent parce que les gens se disent, moi, je sais pas rester assis à rien faire, et écouter à l'intérieur de moi. Et c'est OK, en fait. C'est pas que comme ça qu'on peut méditer. Il y a plein de formes de méditation. Il y a ce qu'on appelle les méditations en mouvement, c'est-à-dire, voilà, soit d'aller se promener, en fait, et d'être à cette écoute intérieure ou l'écoute de la nature, soit simplement de faire comment dire, une activité créatrice. Hein. Il y a des personnes qui vont dessiner, qui vont colorier, qui vont faire du tricot, du crochet, de la peinture, de la céramique et qui vont, pareil, dans cet état où le mental est occupé à faire quelque chose, ça va permettre de laisser un peu plus libre cours à l'intuition. Donc, en fait, travail méditatif, d'une manière très générale, en fait, c'est cette écoute intérieure. Donc, on peut commencer au départ, voilà, par simplement ce petit voyage à l'intérieur en disant, voilà, je demande à me mettre à l'écoute de ma pardon et qu'est-ce qui vient. Donc,
le truc classique de base, par exemple, quelles sont les émotions qui viennent, les ressentis. Est-ce que quand je fais cette demande de me connecter à ma part d'ombre, est-ce que c'est quelque chose qui me fait peur? Est-ce que c'est quelque chose qui me dégoûte? Est-ce qu'il y a quelque chose où je me sens coupable? Où je ressens de la violence? Bref, quelles sont les émotions en fait qui sont présentes pour voir un petit peu cet état en fait déjà en fait dans l'idée, rien que l'idée de rencontrer ma part d'ombre, ça me fait quoi en fait, c'est un petit peu ça. Donc vraiment de commencer à identifier ces différentes émotions qui sont là et après on peut partir justement dans une écoute plus profonde, plus descriptive en fait, donc soit via une méditation guidée, comme on avait vu en fait le mois dernier, on avait proposé justement cette méditation que j'avais créée à la rencontre de ta part d'ombre, qu'on avait diffusée sur Radio Antasia. Donc ça peut être effectivement ce genre de choses. Il y a beaucoup de méditations guidées qui existent sur le sujet. Ça peut être d'être accompagné sous une forme de méditation ou d'hypnose par une tierce personne pour nous aider si on a du mal à le faire ou si on se rend compte qu'il y a vraiment des blocages par rapport à ça, par rapport à cette rencontre-là. Oui. Mais ça peut aussi être simplement nous-mêmes qui créons notre propre voyage intérieur. Dire, si là, je me pose 2 minutes, qu'est-ce qui me vient comme première image en tête quand je pense à ma part d'ombre, tout simplement. Là, moi, je suis tellement connectée à Richard Élie. Moi, c'est la faillerie là, qui vient tout de suite. J'avais une question à te poser reliée au travail méditatif. Est-ce qu'on peut dire que la contemplation fait également partie de ce travail méditatif? Et là, je vois Yvan sur le chat qui nous dit aussi le jardinage. Tout à fait, exactement. Le jardinage, très bonne suggestion aussi. En fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre un petit peu comment notre cerveau fonctionne. Donc, tu as raison également, la contemplation peut rentrer dans le cadre de ce qu'on appelle un travail méditatif. En fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre que le cerveau, lui, son objectif, c'est de nous donner un max d'infos. Donc, il va tout regarder, il va tout faire, etc. Et on est dans une société où tout va vite, il faut que tout aille vite. Donc, bien évidemment, quand on rentre dans un travail plus introspectif comme ça, et bien du coup, le cerveau, en fait, se dit, non, mais moi, j'ai pas du tout envie de faire ça, ça ne sert à rien, etc. Donc, le fait de pouvoir lui donner une activité relativement répétitive ou très simpliste, en fait. C'est-à-dire que le cerveau, le mental, en fait, adore faire un truc, en fait, qui l'occupe. Il a besoin de se rendre utile, en fait. Donc, si vous faites du jardinage, si vous êtes en train de faire une peinture, de créer une poterie ou de la céramique ou de faire du tricot, etc. D'ailleurs, dans la mythologie d'Avalon, on le voit très souvent, les femmes tissaient la laine. C'est une forme, en fait, de rituel méditatif qui, en plus, reprend la grande tradition de la grande tisseuse du dessin, en fait. Donc, il y a vraiment un travail très important en fait d'en mettre notre état, donc ce qu'on appelle l'état altéré de conscience. Dans la méditation, c'est exactement ça. Et ben en faisant une activité que notre mental va être occupé, il va pas nous déranger autant que quand il est en pleine activité, parce que là il a un truc à faire, donc il est plus trop à l'affût de notre intuition, de notre inconscient, etc. Et il va laisser pas mal de messages passer parce qu'en fait il les voit pas vu qu'il est en charge de quelque chose. Donc c'est vrai que c'est des activités, voilà. Et donc la contemplation, la problématique, c'est qu'effectivement, soit tu focalises ton esprit sur une contemplation, par exemple, on connaît souvent la technique de la méditation avec la bougie. Donc, on contemple une flamme, en fait, ou un feu, et notre regard se perd dans les flammes ou dans le feu, voire, donc, pour certaines personnes, ça va être la contemplation des nuages ou de la nature autour d'eux, etc. Mais il faut effectivement absolument que le cerveau soit occupé à un truc pour qu'il laisse ces espaces à notre inconscient pour recevoir ces différents messages de notre âme, de notre essence, dépendamment comme on veut la nommer. Oui, je comprends mieux, je perçois mieux la subtilité. Enfin, moi, je sais que personnellement, la contemplation, c'est mon kiff. À contempler. En fait, mais c'est ça qui est important, c'est de découvrir c'est quoi votre kiff. Ouais. De pas s'enfermer dans une vision de la méditation parce que un ami, un parent, quoi que ce soit, ou le monde entier, ou Instagram, ou quoi que ce soit, fait la méditation d'une certaine manière. Parce qu'on est tous différents, on a tous une constitution différente, et donc on est tous appelés à différentes choses. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas capable de rester assis en tailleur à méditer que vous ne savez pas méditer. C'est pas vrai. En fait, tout le monde est capable de méditer. Il faut juste trouver votre manière à vous, en fait. Et l'idée, c'est comment je peux écouter
à la fois mon environnement, mais aussi mon intérieur, d'une manière différente de ce que je fais d'habitude dans un état totalement conscient. En fait, quand la contemplation rejoint beaucoup, d'une certaine manière, comment on appelle ça déjà, alors je l'ai pas en français, excusez-moi, mais le scrying, le fait de, c'est par exemple tout ce qui est boule de cristal, tout ce qui est divination, voilà, la divination dans certains objets. Donc il y a des personnes en fait qui font de la divination par les nuages, par l'eau, par ce genre de choses. Donc c'est aussi une certaine forme à la fois de contemplation, méditation, mais aussi une certaine forme de pratique spirituelle. Totalement, je te rejoins, oui. Eh ben, ça promet du bouillon, les amis. Donc ça veut dire que vous avez de quoi faire. Vous avez du choix en termes de travail méditatif. Écoutez votre cœur. Tu vois, Mimi Mireille nous partage que justement Morgause qui n'aimait pas tisser car elle partait en transe sans s'en rendre compte. Et effectivement, dans l'ouvrage et à la fois le téléfilm, donc des Brumes d'Avalon, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la mère de Morgane et Arthur, donc Ygraine, tisse la laine et effectivement, c'est comme ça qu'elle rentre en transe et qu'elle rentre en communication avec la Dame du Lac. Et Morgause, qui elle ne voulait plus avoir rien à faire avec sa sœur Viviane, qui était la Dame du Lac, pour pas se sentir contrôlée par elle, n'acceptait pas de tisser la laine parce qu'elle savait pertinemment que ça allait la rentrer en connexion, en transe avec sa sœur. Effectivement, je me souviens de ce passage dans le film, parce que moi j'ai pas lu le livre, mais je me souviens de ce passage, oui. Ah, c'est fascinant. Ouais. Et effectivement, enfin, moi je sais que c'est quelque chose que là maintenant je cherche à refaire parce que je sens une attirance vers ça. Alors pas forcément un rouet à tisser la laine parce que je vais pas forcément avoir l'utilité de ça dans mon quotidien, mais là je sais que j'ai vraiment envie par exemple de me mettre au crochet, tu vois, pour pouvoir malgré tout refaire ce système de tissage, etc., avec quand même une utilité dans la vie de tous les jours, mais qui va me permettre de renouer avec ce sentiment un peu hypnotique en fait de transe, du fait de nouer donc soit du tricot, soit du crochet, soit le filage de la laine. Comme les enchanteurs le partagent sur le chat, la magie des nœuds. Oui. Et effectivement, là, pareil, on y voit une énorme symbolique, en fait. Le fait de tisser des nœuds, de faire et défaire, ou de créer un pattern différent, etc., ça nous enseigne beaucoup, en fait, sur notre propre vie, sur nos propres cheminements, sur ce que l'on dépasse, ce que l'on comprend, etc., etc. Donc, en fait, de voir un petit peu toute cette symbolique-là qui va aider énormément. Donc, la suite de ton plan, tu nous expliques qu'il faut aussi écouter ses émotions. C'est ça. Donc là, du coup, c'est ce que j'expliquais dans le travail méditatif. On se connecte à cette part d'ombre, on voit un petit peu les émotions qui se libèrent au fur et à mesure qu'on va de plus profondément. Et en fait, l'idée, moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est, comme je partageais, visualiser votre part d'ombre. Donc là, Robert nous partageait que lui, il la voyait sur une plage sous les tropiques, donc génial. Mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. On la voit pas toujours dans ce cas-là. On peut la voir, enfermée ou dans un lieu très noir, ou voilà. On peut avoir des choses qui sont un petit peu plus de l'ordre du cauchemar, parfois, on va dire. Et l'idée, en fait, c'est d'aller oser voir tout ça, commencer à décrire un petit peu tout ça, dans quel lieu elle est et surtout dans quelle émotion elle-même elle est. C'est-à-dire qu'il y a à la fois nos émotions, nous, qu'on va ressentir au moment de ce contact, nos émotions personnelles, et après, il y a ce qu'on va percevoir des émotions de notre propre pardon. Est-ce qu'elle est prostrée? Est-ce qu'elle est en colère? Est-ce qu'elle est triste? Est-ce qu'elle est dans une rage incontrôlable? Etc., etc., etc. Et là, en fait, c'est vraiment un moment, moi, que j'aime énormément. Si on arrive, en fait, à prendre un petit peu de recul. C'est-à-dire que, bien évidemment, quand on contacte sa part d'ombre, comme on l'a dit la dernière fois dans le dernier épisode, notre part d'ombre, c'est nous-mêmes. C'est simplement une facette de nous-mêmes. Donc, le fait de se confronter à elle, on se dit, mon Dieu, mais c'est moi. Moi, je suis comme ça, etc., etc. Donc, on peut rentrer dans une subjectivité, dans un certain sens, parce que on se dit, mon Dieu, je suis cette personne-là aussi, même si je ne la montre pas, mais je suis cette personne-là aussi. Et là, l'idée, en fait, dans ce moment-là, c'est d'arriver à avoir cette force de prendre un tout petit peu de recul, donc de se placer dans la posture de l'observateur et d'être dans un non-jugement. On le dit souvent, en fait, dans la méditation, que ce soit dans des ressentis ou autres, on vous dit toujours d'être dans un état d'observation sans jugement, sans changement. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire d'observer dans quel état elle est et de commencer à pouvoir lister littéralement un petit peu ses facettes, sa personnalité, son caractère, qu'est-ce qu'elle dégage, en fait, de pouvoir vraiment commencer à
à l'étudier, littéralement, étudier votre pardon et donner ces différentes facettes. Bah, tiens, quand je me vois ma part d'ombre, et peut-être quand je l'observe comme ça, bon, bah, c'est une femme forte, par exemple, hein, si on est une femme ou quoi que ce soit. C'est une, quelqu'un qui a beaucoup de violence ou qui a beaucoup de colère, ou c'est quelqu'un qui se sent isolé, qui se sent coupable ou qui se sent détruite sous le poids des responsabilités de quelqu'un d'autre, etc., etc. Et en fait, en listant tout ça, vous allez commencer à comprendre que vous listez vos propres défauts, toutes les pires choses que vous pensez de vous-même, tous les pires sentiments que vous pensez de vous-même, vous allez commencer à les lister. Et là, en fait, c'est là qu'on commence à vraiment décortiquer en fait ce que la part d'ombre est. Donc, comme si on faisait un petit peu une fiche de notre part d'ombre, une fiche de personnalité, ou un peu comme dans les jeux de rôle ou dans les jeux vidéo, un petit peu la fiche de caractère. Hein, voilà. À quoi ressemble mon caractère? Bah, c'est un petit peu ça. C'est quoi les forces et faiblesses de mon caractère, de mon personnage? Et donc, voilà, en fait, on voit tout ce listing qu'on fait de notre part d'ombre. Et une fois qu'on a ce listing-là qui est fait, en fait, c'est de se rendre compte de, encore une fois, c'est quoi le cadeau qui est derrière. C'est quoi le cadeau qui est derrière la colère? C'est quoi le cadeau qui est derrière l'humiliation? C'est quoi le cadeau qui est derrière le sentiment de destruction, etc., etc. Donc, faire ce listing-là, en fait, est une sacrée étape dans ce travail de la part d'ombre pour pouvoir identifier, en fait, à quoi elle ressemble, toutes les caractéristiques le plus détaillées possible. Passionnant. Alors, passionnant et pas forcément toujours évident, encore une fois. C'est vrai. Mais après, si, ça reste passionnant. Je veux dire, ça reste passionnant si on a envie d'évoluer et de comprendre qui l'on est. C'est ça, et surtout de ne pas y mettre de jugement. En fait, c'est vraiment cette idée-là, c'est-à-dire que notamment quand on a des parts, des facettes de notre part d'ombre qui sont très destructrices, très violentes, très humiliantes, etc., etc., bon, bah, pas forcément être fier de ce côté-là, hein, on est d'accord. Donc, c'est comment j'arrive à voir ce qu'elle dégage, un petit peu comme si vous preniez le rôle, en fait, d'un profiler. C'est-à-dire, voilà, ces personnes qui étudient les serial killers. Alors, j'ai jamais dit que votre pardon est un serial killer, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est cette idée, voilà, d'être dans ce décortiquage, en fait, des différents caractères. Et en voyant en fait ces différentes facettes, comme je dis, voilà, on cherche le cadeau derrière, mais surtout on va chercher un petit peu comme pour nous-mêmes, on va identifier c'est quoi le besoin de ma part d'ombre derrière toutes ces facettes qu'elle déploie. C'est-à-dire, si elle est en colère, c'est quoi le besoin qui n'a pas été rempli derrière? Si elle a besoin de détruire des choses, c'est quoi le besoin qui n'est pas rempli derrière? Donc, à quel moment, en fait, elle n'est pas écoutée, elle n'est pas considérée, elle n'est pas utilisée dans son juste rôle, mais qu'elle est obligée, du coup, de prendre ce rôle dévié et complètement malsain, où, en fait, on va sentir ce côté, voilà, de violence, de non-contrôle, etc., qu'elle peut avoir. Donc, c'est d'identifier, voilà, c'est un petit peu, encore une fois, voilà, comme garder cette image pour moi, ça m'aide énormément de garder cette image de l'animal sauvage, en fait, ou l'animal qui a été maltraité. Bien évidemment, il va pas vous accueillir à bras ouverts. Bien évidemment, il va avoir peur de vous parce qu'il a la référence de tout ce que d'autres humains ont pu lui faire. Là, c'est un peu la même chose avec la pardon. C'est-à-dire que ça fait tellement longtemps parfois qu'elle vit dans votre ombre, littéralement, qu'elle ne peut pas avoir sa voix, qu'elle ne peut pas avoir son utilité dans votre vie et qu'elle ne peut réagir que quand il y a justement une limite qui est dépassée, quand il y a quelque chose en fait où on vous fait du mal dans la vraie vie. Et donc là, elle s'engouffre comme elle peut dans cette faille qui est ouverte pour pouvoir parler. Sauf que là, bien évidemment, elle va parler avec toute cette force de mécontentement en fait qu'elle peut avoir. Ça fait tellement longtemps qu'on lui laisse pas la parole et là, d'un coup, on lui laisse la parole, mais dans des conditions qui sont pas forcément optimales. Donc, bien évidemment, elle va sauter sur l'occasion et plutôt que d'avoir une expression, par exemple, saine des limites qu'on veut poser avec une personne ou dans une situation. Là, d'un coup, elle va sauter à la gorge de la personne en face, alors qu'il lui va pas comprendre d'ailleurs, mais parce que du coup, c'est un petit peu le trop-plein, en fait. Il y a eu trop de moments où on l'a bâillonnée, et donc là, d'un coup, en fait, elle s'insinue toujours dans le moment où notre blessure est légèrement touchée ou complètement ouverte par une situation, par une personne, et c'est là qu'elle s'exprime. Mais comme elle s'exprime de manière réactionnelle,
ben, du coup, elle n'est pas dans une expression saine et on considère, encore une fois, cette part d'ombre que comme ça. Alors qu'en fait, si on lui laisse un espace d'expression sain et qu'on l'écoute et qu'on la considère et qu'on la reconnaisse et qu'on l'accepte, etc., ben là, d'un coup, on va comprendre ces différents besoins qui sont les nôtres au final. Hein, c'est exactement les mêmes. On va comprendre ces besoins, on va comprendre d'où viennent les différentes blessures et croyances limitantes, etc., ce que je ne veux pas voir de moi, ce dont je ne prends pas soin chez moi, etc. Elle est là un petit peu pour faire le garde-fou. Elle nous avertit que là, il y a quelque chose qui a dépassé les bornes des limites, en fait. Ça suffit. Et c'est juste qu'on ne veut pas écouter ça parce que dans notre société, il y a eu toute une culture d'éducatif qui a fait qu'on nous a privé un petit peu de ce pouvoir-là. D'accord. Alors, il y a Vivran qui pose une question, je ne sais pas si tu l'as vue. Attends, oui, je suis dessus. Elle est très intéressante. Parce que la pardon est de se retrouver face à l'ampleur, comme si on se tâche du monde actuel ou des choses que l'on ne veut pas voir. Alors, attends, j'essaie de comprendre la question. Alors, c'est pas vraiment un détachement du monde actuel au sens propre du terme. De fait, oui, c'est d'aller voir ce qu'on ne veut pas voir. Pour moi, en fait, aller contacter ça, pardon, c'est véritablement revendiquer un pouvoir dont on s'est privé nous-mêmes. Pour X et Y raisons, hein, encore une fois, éducation, société, peu importe, étapes de vie, trauma de vie, etc., qui ont fait que. Mais c'est vraiment ce travail de revendiquer ce pouvoir perdu, cette énergie inutilisée qui est perdue. Donc, c'est pas vraiment un détachement du monde actuel, même si voilà, ça peut, pendant un bref moment, on a besoin de se retrouver de soi à soi. Donc, d'un certain sens, on est détaché du monde pour pouvoir mieux se regarder. Mais l'objectif, pour moi, c'est toujours, en fait, même si on fait cette introspection, c'est de pouvoir ensuite l'utiliser dans notre quotidien, en fait. C'est-à-dire que si on reste dans un domaine ultra spirituel, ultra subtil, etc., et que ça n'a pas d'application dans notre vie moderne, dans notre vie quotidienne, pour moi, on manque quelque chose, en fait, parce qu'on est des êtres incarnés, on a besoin de vivre dans ce monde et cette réalité qu'on a. On a besoin de transformer cette vision qu'on peut avoir de la réalité, parce que pareil, quand on va dire, ah bah, le monde est comme ci, le monde est comme ça, non, le monde est comme ci ou comme ça selon notre propre filtre, en fait, selon notre propre jugement, selon notre propre culture, selon notre propre observation de ça. Mais en fait, à n'importe quel moment, on peut voir quelque chose d'absolument atroce comme quelque chose de magnifique et inversement, en fait, ça va dépendre des circonstances de beaucoup de choses. Donc, l'idée est vraiment d'aller faire ce travail introspectif, oui, mais ne jamais oublier que tout ce que vous faites pour aller vers ce travail introspectif-là, l'objectif ultime, c'est cette réconciliation avec votre pardon, c'est de pouvoir travailler avec elle au quotidien. Et donc, du coup, vous n'êtes plus celui qui agit seulement par rapport à tout ce que vous avez mis en place depuis que vous êtes petit par rapport avec votre éducation, etc. Donc, d'agir selon toutes ces valeurs que vous avez mis en place ou qu'on vous a apprises ou qu'on vous a inculquées, etc. Là, d'un coup, c'est de retrouver une espèce de plénitude, de complétude où vous ne voyez plus, en fait, ces différents espaces où vous avez vécu des blessures, vous avez vécu des traumas, etc., comme quelque chose qui vous diminue. Mais vous voyez ça comme une force, en fait. Donc, c'est de changer, encore une fois, sa vision sur ces différentes blessures-là et de voir qu'est-ce que la blessure m'a enseigné, pourquoi j'ai été blessée, parce que, du coup, je me suis fait blesser parce que comme je n'utilisais pas cette part de moi, c'est elle qui a pris le coup, en fait, et qui l'a emmené dans l'ombre, etc. Mais si j'avais été en conscience de ça, peut-être que j'aurais pas été blessée autant, peut-être que j'aurais pu mieux réagir, etc. Alors, encore une fois, avec des si, hein, bien sûr, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir changer sa vision, de dire maintenant, je vais pouvoir partir et prendre mes décisions depuis un espace qui est complet. Il n'y a plus de division, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de « je ne me sers pas de ces aspects de moi ». Non, je me sers de tout dans une direction que je choisis, hein, parce que bien évidemment, travailler avec son ombre ne veut jamais dire que vous allez devenir un psychopathe. Non, travailler avec son ombre de manière saine, ça veut dire que vous récupérez une force que votre part lumineuse ne peut pas avoir que par elle-même. La part lumineuse est beaucoup plus passive, beaucoup plus dans la compassion, l'amour, le dégagement, comme ça. Elle a besoin de la force de la part d'ombre. Mais on peut utiliser toutes les forces de la part d'ombre dans un chemin lumineux. C'est ça qui est important à se rappeler. Est-ce que je peux donner par exemple un exemple ?
Bien sûr. Alors, imaginons que naturellement, vous avez une personnalité très forte. Depuis votre plus jeune âge, vous avez toujours eu ce caractère-là. Et en fait, suivant les expériences reliant votre enfance, votre adolescence ou votre vie de jeune homme ou de jeune femme, cette personnalité a été bridée. Parce que trop forte, parce qu'inadéquat pour certaines personnes reliées à la société. Ce qui fait que ça crée une sorte de déséquilibre entre ce que vous êtes au fond de vous, c'est-à-dire une personnalité forte et enjouée à ce niveau-là, et en même temps, vous vous rendez compte inconsciemment que en mettant en avant, en lumière, cette personnalité très forte, eh bien, ça vous éloigne en fait du champ des possibles dans la communication, etc. Donc, ça peut effectivement devenir eh bien une des parts d'ombre parce que vous ne l'acceptez pas alors que ça fait partie de vous. Et comme expliquait Alexandra tout au long de cette chronique, le fait de mettre ça en lumière, ça montre que ça fait partie de vous et qu'il faut effectivement l'accueillir avec amour. Avoir une personnalité très forte, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, ça permet de se protéger, notamment de protéger son espace intérieur, sauf que vous ne l'avez pas vécu de cette manière-là tout au long de votre vie, puisque en montrant cette personnalité, vous avez vécu des souffrances, des traumatismes divers et variés. Tu me dis si je me trompe ? C'est exactement ça. C'est un très bel exemple, effectivement. Très, très juste. C'est exactement ça. C'est-à-dire que de pouvoir avoir cette vision comme tu la partages, de se rendre compte que ce qu'on a mis dans l'ombre n'est pas forcément quelque chose de monstrueux, de honteux, etc., mais que c'est une part de nous et qu'elle peut avoir un rôle totalement présent en fait dans notre vie, mais que les circonstances ont fait qu'on l'a considéré comme quelque chose de mal. C'est vraiment ça, hein, c'est-à-dire que notre pardon, vu que c'est toute notre capacité de pouvoir, de force, de résilience, etc. On vit dans des sociétés, notamment dans l'hémisphère nord, hein, les pays dits développés entre guillemets. On est dans une culture où en fait on nous a privés de notre pouvoir en nous disant que le pouvoir c'est mal. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, hein, dès l'instant que des gens ont un minimum de pouvoir, on se rend compte qu'ils vont faire des choses parfois pas très positives, pas très bienveillantes. Donc ça nous donne pas forcément envie de prendre du pouvoir et d'avoir une voix, etc. Parce qu'on se dit je m'ouvre à la possibilité de me faire défoncer littéralement. Donc, comme tu dis, une personne forte, selon la famille dans laquelle elle est, ça peut être très mal vu en fait de pas être quelqu'un qui suit le courant, tu vois. Donc oui, définitivement, c'est un des exemples les plus courants, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là qui où on va interpréter leur côté fort comme qu'il y a des gens qui imposent quelque chose, etc. Alors que pas du tout. Le monde a besoin aussi de personnes fortes. En fait, le monde a besoin de toutes les différentes facettes de chaque être humain. On n'est pas tous là pour la même chose, on n'a pas tous les qualités et les mêmes faiblesses, mais on est une espèce de grand panel de couleurs, en fait. Et toutes les couleurs sont importantes. Il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre. Donc effectivement, si on a cette qualité-là de personnes fortes, mais qu'on nous a enseigné que c'était mal de la montrer, mal de se mettre en avant, etc. Comment est-ce que je peux aller me rendre compte du cadeau que c'est ça, en fait? Et comment je peux me rendre compte que je peux apporter cette contribution au monde, cette couleur-là, sans que ça soit quelque chose de mauvais, bien au contraire. Mais je prends aussi un autre exemple qui arrive à pas mal de personnes qui naturellement sont des gens hyper lumineux, qui ont la joie de vivre constamment et ils se retrouvent entourés de personnes qui sont tout le temps dans la négativité, que je peux penser soit des collègues. On arrive le matin, on est pétillant, on est super heureux et là on tombe sur des collègues qui sont complètement tristes. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, ou alors, je sais pas, un entourage, une famille beaucoup plus sombre ou une manière beaucoup plus hard de voir les choses. En tant que personne qui est tout le temps joyeuse dans sa manière d'être, eh bien on l'étouffe aussi. Et ça aussi, ça fait partie à mon sens de l'une des parts d'ombre que l'on peut mettre en lumière parce que vous rayonnez naturellement en fait et dès que vous montrez cette lumière, donc cette joie de vivre, on a l'impression que c'est pas bien. Donc on évite de la montrer, mais en même temps ça fait partie de soi. Donc comment faire en fait ? Et tout ça c'est un travail énorme à faire de fond et de forme. Et notamment la part d'ombre permet également cela. Et tu vois là dans ce que tu partages, ce qui est intéressant de noter en fait, c'est que tu t'incarnes dans une famille où tu es cette petite boule de joie. Ouais.
avec des gens totalement dépressifs. Ouais, Ton total. rôle, il est là, en fait. Ton rôle, il est d'être cette boule de joie et de ne surtout pas tomber dans le piège du besoin de reconnaissance qui, malheureusement, on l'a tous, hein, et en tant qu'enfant, notamment avec notre famille, c'est encore plus fort. Besoin d'être reconnu par notre famille, reconnu par nos pères, etc. Mais en fait, c'est en cherchant à ressembler pour être reconnu, pour être accepté, tu vas en littérale contradiction avec ce pourquoi tu es né pour être et incarner sur cette planète. Et donc, du coup, c'est là que le conflit commence à naître. Parce que dans ton intérieur, ton âme, elle sait qu'elle s'est incarnée pour être cette petite boule de joie. Elle te voit faire là, en train de justement d'essayer de ressembler à toutes ces personnes qui sont grises autour de toi. Du coup, elle n'est pas du tout contente à l'intérieur, ça lui va pas. Et elle a bien raison, j'ai envie de dire. Et donc, c'est là, en fait, que tu ressens à l'intérieur ce conflit. Parce que tu sais que c'est juste d'être cette boule de joie. Mais en même temps, il y a tout ce que ton mental a créé autour de te dire, oui, mais si t'es comme ça, tu vas pas être accepté. Si t'es comme ça, tu vas être le vilain petit canard. Et si t'es comme ça. Et voilà. Surtout Et que c'est là que le conflit et la guerre commence à l'intérieur. Surtout, si tu es comme ça et que tu te montres ainsi, alors que c'est naturel chez toi, tu vas être remarqué. Et au fond de toi, tu veux pas être remarqué, mais en même temps, ça fait partie de ta personnalité. Donc, il y a un complexe là qui s'opère, qui est assez dingue à mettre en lumière quand même. Parce que si on est naturellement comme ça, joyeux, pétillant, on a envie de donner du bonheur aux gens, alors qu'on a en face de nous des gens qui nous rappellent sans cesse que non, 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 hein, divers expériences variées, on va dire, on est d'accord, hein, que ça peut être intense en expérience sombre ou pas, c'est compliqué à vivre au quotidien. Et même, on peut se rendre soi-même malade. Soi-même malade Exactement. parce qu'on ne veut pas montrer cette lumière, en fait, parce qu'on perçoit que c'est pas bien de le montrer. Même au contraire, il faut se cacher dans une grotte et laisser cette petite lumière s'étouffer à l'intérieur de soi. Et c'est là où on tombe vraiment malade. Et j'ai remarqué, voilà, expérience personnelle, que dès que la joie intérieure revenait, il suffit de peu pour que la joie intérieure revienne. Il suffit de chanter, de danser, d'être en admiration avec ce qui nous entoure pour que cette boule lumineuse intérieure rejaillisse involontairement, quoi. Et ça fait un bien fou au corps et à l'esprit. Et donc on se dit quoi ? Mais c'est moi en fait, c'est mon essence. Je suis comme ça. Donc je n'ai pas à être malmenée de cette manière-là parce que je suis ainsi. Si vous n'êtes pas content de cette boule lumineuse d'énergie, de bonheur, de joie que je mets autour de moi, parce que la lumière à vos yeux est trop forte, j'en suis désolée en fait. Mais travaillez votre retour à ce niveau-là. Mais c'est pas ma faute. Tu vois ? Et même pas, je suis désolée d'ailleurs. Hein. Là, par contre, je me permets. Ouais. Moi, je suis Parce que ça, c'est le truc classique en fait, voilà, qu'on enseigne et puis qu'on fait dans le développement personnel, c'est que on peut pas être désolé de qui on est. En fait, effectivement, on va rencontrer des personnes avec qui la vibration ne va pas coller et c'est OK, en fait, on peut pas s'entendre avec tout le monde, mais il faut jamais s'excuser de qui on est parce que la manière dont la personne prend notre comportement ou quoi que ce soit, ça lui appartient. Nous, on ne peut que faire notre part qui est de partager de la manière la plus bienveillante possible pour les personnes. Si la personne en face le prend mal, c'est sa responsabilité. C'est ça, ce que ça vient éveiller chez elle des sentiments qu'elle n'arrive pas à contrôler, et donc elle va nous les reprocher. Mais en fait, c'est d'elle à elle que ça se joue. Et pour tout le monde, en fait, c'est comme ça. Dès l'instant qu'on a des émotions qui s'éveillent comme ça, relativement inconfortables et négatives, c'est pas l'autre le problème. L'autre, c'est l'élément déclencheur. Imaginez en fait que vous vivez dans un monde de PNJ. Tous les gens autour de vous sont des personnages non joueurs de votre propre histoire. Et vous-même, à un moment donné, vous êtes un personnage non joueur de l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est la même chose. Mais les événements, les situations, les personnes que vous rencontrez viennent appuyer sur des boutons chez vous, simplement pour vous mettre en lumière ce que vous n'avez pas vu de vous. Parce qu'on voit mieux les choses à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, l'univers fait en sorte qu'on rencontre des personnes, etc., qui vont nous faire travailler sur ça. Et c'est là où la grande beauté arrive, c'est quand on est capable de reconnaître la personne qui a été méchante avec nous, qui a eu des propos déplacés, etc., machin, et à la fin du travail que ça nous a amené à faire, de pouvoir dire merci à cette personne. Parce qu'en fait, elle est l'instigatrice en fait de tout ce travail, de cette évolution de nous-mêmes.
Donc, toujours, en fait, changer cette vision-là, toujours ramener cette vision à l'intérieur. Et comme tu disais, voilà, tous ces différents sensations, en fait, qu'on a, les choses qu'on n'ose pas montrer, qu'on n'ose pas dire. Donc, cette authenticité dont parlaient, voilà, certains enchanteurs dans le chat. Effectivement, ça fait partie de la même problématique, encore une fois, de ce besoin de reconnaissance, mais aussi dans nos certaines sociétés. Alors, plus en Europe, je pense qu'aux États-Unis, ils sont un peu moins comme ça, parce que c'est un peu plus dans leur culture, mais nous, on nous a enseigné à être humble. C'est pas bien, en fait, de se montrer, c'est pas bien de se mettre en avant, c'est pas bien de se vanter, etc. Alors qu'en fait, on peut être fier de soi sans que ça soit de la vantardise. On peut être fier d'être une boule de joie et être fier d'être heureuse, etc., sans que ça soit pour donner honte à l'autre. Donc, revenir en fait dans cette idée que si vous avez certaines de ces différentes facettes en vous, que vous avez mis de côté parce que, soi-disant, ça rentrait pas dans le moule, en fait, bah, d'un coup, dites-vous, en fait, là, moi, mon âme, elle veut que je fasse ça dans cette vie-là. C'est important que je fasse ça, c'est important que j'apporte cette couleur-là. Donc, du coup, être fier, au final, de ces différentes parts-là et ne plus les cacher. Et après, bah, effectivement, le monde va s'organiser autour de vous et vous allez rencontrer des personnes qui vont s'accorder à votre vibration. Mais de fait, oui, il est vrai, on ne pourra pas s'entendre avec tout le monde dans le monde. C'est pas possible. Mais par contre, le plus important, je dirais même l'essentiel, c'est déjà d'arrêter d'être en guerre avec vous-même. Et ça, c'est exactement le duel de la part d'ombre et la part de lumière intérieurement. C'est une guerre, c'est un conflit intérieur qu'on a depuis très jeune parfois. Parce que depuis très jeune, on cache certaines choses de nous. Donc, pour le premier pas à faire, c'est justement de commencer à faire une trêve un petit peu, hein, pour pouvoir, comme on disait, observer tout ça. Et justement, il y a quelqu'un qui partage dans le chat, voilà, d'arrêter d'être le propre juge et bourreau de sa part d'ombre. Et oui, c'est le premier pas. Je ne suis plus juge ni bourreau de ma part d'ombre, je deviens observateur en fait de ma part d'ombre. Là, elle partageait qu'elle était une petite scorpionne. Et ben justement, ça c'est une putain de force en fait d'être une scorpionne. Pourquoi? Parce que les scorpions en fait se délectent de travailler dans l'ombre. C'est leur super pouvoir en fait. Donc, justement, voir le côté positif d'être une scorpionne, justement, plutôt que d'y voir la fatalité. Donc, encore une fois, changer cette vision-là, arrêter de croire, arrêter d'être dans le jugement que les autres mettent sur vous et de prendre ce jugement comme une vérité. Non, c'est pas une vérité. C'est leur vision par rapport à leur filtre, par rapport à leur expérience. C'est ni vrai ni faux, d'ailleurs, hein. C'est leur vision. Maintenant, choisissez celle, comme tu disais tout à l'heure très justement, choisissez la vision qui vous met en joie. C'est puissant hein, ce matin, les amis. Hein. Oui, je trouve qu'on est parti loin. Hein. Bah, je trouve que c'est plus flagrant, plus probant de donner des exemples. Tout à fait. Parce que les mots sont magnifiques hein, à employer, mais là on touche vraiment à des choses qui émanent le cœur de beaucoup d'enchanteurs. D'ailleurs je vois sur le chat les échanges, donc je les remercie hein, de participer et d'échanger à ce sujet-là. Mais ouais en fait j'ai vraiment la sensation que beaucoup de personnes en fait pensent à tort que le travail de l'ombre est quelque chose de trop sombre, mais alors que pas du tout en fait c'est une transformation mais merveilleuse de son être en fait, c'est une reconnexion de sa véritable essence et si vous êtes des boules de joie naturellement, bah restez des boules de joie quoi, conservez, je suis super émue, conservez cette boule de joie au fond de vous quoi et montrez-la là. Et regardez vice versa, voilà. Vous allez comprendre aussi, oui tout à fait. Mais non, c'est juste magnifique ce matin. Merci beaucoup Alexandra, vraiment. Et... Avec plaisir. Donc du coup, voilà, petit conseil, hein, voilà, petite réflexion suite à cet épisode que j'encourage voilà, tous les enchanteurs à faire. Bah, prenez ce temps, en fait, voilà, comme je dis, bah, de lister ce que vous considérez comme être vos défauts, vos blessures, tout ce que vous considérez comme noir, entre guillemets, voilà, chez vous. Et demandez-vous, en fait, c'est quoi le cadeau derrière ça? Quel est le cadeau de cette part en moi qui est colérique? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? C'est quoi le cadeau derrière cette part qui est destructrice? Encore une fois, hein, derrière la colère, une limite qui a été dépassée. C'est une alerte, en fait, qui me dit là, j'ai dépassé, quelqu'un qui a dépassé ma limite et je ne l'ai pas posé sainement. Il n'était pas conscient de ça et je l'ai laissé dépasser ma limite. Donc, je suis en colère parce qu'il est dans un territoire qui ne devrait pas être.
Quand c'est de la destruction, bah pareil, la destruction, oui, c'est absolument atroce, etc. Mais vous voyez le cadeau du nettoyage, de la recréation, en fait. La roue de l'année, hein, la roue de la vie nous l'enseigne. C'est littéralement vie, mort, vie, continuellement, en fait. Je nais, je vis, je meurs, je renais continuellement. Donc, et ça, on a plein de petites morts dans nos vies. Donc, la destruction, en fait, c'est une force incroyable d'être capable de se rendre compte que là, c'est plus juste pour moi. Je vais le détruire pour mieux reconstruire des bases saines et solides pour la personne que je suis maintenant et la personne que je veux devenir. Vous voyez un petit peu comment on peut voir les cadeaux derrière des choses qui sont considérées mal par la société. Oui, c'est souvent le cas, hélas. Mm. Alors, dans le petit plan que tu m'as envoyé, tu m'as également dit qu'il y avait effectivement une offre spéciale pour Yule de 10%. Tout à fait. Donc, si tu veux un petit peu en parler avant qu'on valide la chronique. Bien sûr. Bah, du coup, voilà, une petite offre spéciale magie de Noël, magie de Yule. Donc, du coup, vous avez l'opportunité de bénéficier en ce moment de 10% de réduction sur l'ensemble de mes programmes et de mes formations. Donc sur mon site, hein, alexandragallo.com. Donc, vous pouvez découvrir un petit peu, voilà, toutes mes différentes propositions et bénéficier jusqu'au 31 décembre d'une réduction de 10% sur l'ensemble des programmes. Et il me semble également, hein, alors tu me dis si je dis des bêtises, mais il me semble que c'était, on en avait échangé, au mois de janvier, c'est toi qui offres le cadeau du premier dimanche du mois de janvier. Tout à fait. Ah, Tout à fait, tout à fait. Alors là, je n'ai pas encore choisi le cadeau. Hein. Mais vous allez avoir un joli cadeau pour le premier dimanche du mois de janvier, pour 2025. Donc, à ne pas rater, les amis, surtout visitez le site d'Alexandra et vous découvrirez plein de belles choses. Puis aussi, alors, Alexandra participe aux émissions spéciales Nouvelle Lune et Pleine Lune. Et donc là, ce soir, il y a une émission spéciale Nouvelle Lune, hein, comme vous le savez. Donc, il n'y a pas qu'Alexandra, il y a aussi Lunaya qui crée plein de belles choses autour des 13 mères originelles. On a également Valérie de Demoiselle Étrange, on a Lina de Demoiselle Étrange également qui participe à cette émission. Et bien évidemment Alexandra qui va nous faire découvrir une magnifique méditation qui s'appelle À la rencontre de ton élévation. Est-ce que tu veux en parler un petit peu ce matin pour pouvoir un petit peu donner l'eau à la bouche aux enchanteurs pour ce soir? Alors, il me semble que celle de ce soir, c'est à la rencontre de ton élan. Mais c'est pas grave. Ouais, tu vois comme quoi, mais je suis à l'ouest, hein, je suis complètement à l'ouest. Je n'ai pas récupéré la bonne. Parce que c'est vrai qu'entre élan et élévation, j'avoue, je t'ai pas rendu la tâche facile parce que voilà. Non mais celle-ci viendra pour la fin du mois. J'ai vu nouvelle lune, j'ai pas regardé le 30 décembre parce que vous savez qu'il y a 2 nouvelles lunes ce mois-ci, les amis. Il y en a pas qu'une, hein. Il y en a 2. Donc celle à la rencontre de ton élévation, c'est le 30 novembre. Donc non, en fait, voilà. Donc on va d'abord commencer plus soft. Hein. On va commencer par l'élan justement. Oui. Donc, trouver un petit peu, voilà, ce premier pas à faire. Donc, c'est tout un travail, voilà, de qu'est-ce que je voudrais oser, vers quelle nouvelle aventure je voudrais aller. Là, même si, bah, du coup, dans la roue de l'année, on considère hein, que le Samhain est notre premier de l'an et donc, du coup, l'année a déjà commencé d'un certain sens. Mais malgré tout, bah, on est quand même dans un système de fonctionnement civil aussi. Et donc, bah, le mois de décembre reste le dernier mois de l'année numérique, je dirais. Donc, du coup, ça fait partie aussi de ces moments de bilan, de ces moments de vers quoi je veux aller pour la nouvelle année, donc la nouvelle année 2025. Donc, du coup, c'est la petite proposition de ce soir à la rencontre de ton élan. Waouh! Alors, je vous promets, hein, je ne ferai pas de bêtises, je mettrai bien la bonne. Hein. Parce que moi, je suis tête en l'air, hein, vous le savez. Hein, même si on m'écrit des messages, je lis qu'à moitié. En tout cas, merci beaucoup, ma très chère Alexandra. Je t'embrasse bien fort, ma très chère Alexandra. Moi aussi. À très bientôt. À très bientôt. Belle journée à tous.